La défiance, ça semble être une attitude plutôt saine, mais en fait, elle est bloquante. Et donc la confiance, c'est presque la condition préalable à l'action. Alors messieurs, on est très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette conversation. On va parler optimisme, on va parler confiance, on va parler risque ensemble. Et peut-être pour commencer, est-ce qu'à vos yeux, il y a un lien entre vos deux métiers, le métier de scientifique et vulgarisateur scientifique, et puis vous, Emmanuel, le métier d'audit, de chiffres et de gestion des risques? Il y a un lien qui est évident, c'est que la science contribue et concourt à cette dynamique de confiance quand on est dans le cadre de l'exercice de nos métiers, hein. Que ce soit l'audit ou la gestion des risques, de façon générale, le socle de cette confiance, il se doit d'être objectivé, et donc évidemment la science, au sens large, contribue largement à cette confiance. Donc je vois un lien direct par rapport aux travaux d'Étienne, hein, sur les aspects scientifiques. Et nous, dans la façon dont on exerce nos métiers, on s'appuie évidemment sur des dispositifs scientifiques pour objectiver des données, mais aussi des processus, des organisations, des modes de fonctionnement. Alors c'est le socle, il y a autre chose pour créer cette confiance, on en parlera après, mais en tout cas, je suis ravi d'échanger avec Étienne dans ce contexte-là, puisque la science est un élément qui est fondamental dans nos métiers. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a ce lien. La science permet de mieux comprendre les risques. Elle intervient directement d'ailleurs dans la façon de définir le principe de précaution. Il faut faire des recherches pour mieux comprendre les effets qu'ont telle ou telle technologie ou tel produit. Quand il y a eu le grand accident de chemin de fer, le premier en France, l'accident s'est produit à Meudon. Il y a eu plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés. Et les gens se sont demandé, mais est-ce que c'est raisonnable de prendre le chemin de fer, enfin de continuer, sachant que ça ne va pas très vite et c'est dangereux. Et très rapidement, la tonalité qui s'est imposée dans la presse, c'est la civilisation a besoin de soldats. Et il faut tirer les leçons de cet accident pour ensuite rendre ces choses plus sécures, comme on dit en anglais, sachant que c'est la voie vers le progrès qui nous impose d'accepter ces risques. Aujourd'hui, le risque est plutôt considéré comme le signe d'un dérèglement général et non pas comme le prix à payer pour faire advenir le meilleur. Aujourd'hui, on a quand même l'impression de vivre dans un monde qui bouge tout le temps. On est confronté à une somme de risques. Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, dans vos activités respectives, d'essayer d'apporter un petit peu de confiance, un petit peu de rationalité dans un monde où voilà, le commun des mortels a quand même l'impression d'être ballotté et de ne plus avoir de boussole? Dans un monde où les risques sont multiples et nombreux, la confiance est essentielle. La prise de risque, c'est la capacité à se projeter, à construire le meilleur, à construire l'avenir. C'est l'essence même de l'entrepreneuriat. Et donc on est tous, en tant qu'être humain et en tant qu'organisation, dans une projection qui doit nous permettre de construire nos activités, de construire notre projet, de réaliser des envies, des rêves. Et donc dans nos métiers chez PwC, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne ces entrepreneurs, qu'on accompagne ces créateurs de différentes façons à travers toutes nos activités pour les aider à définir ces risques, à les contrôler, à les maîtriser dans le bon sens du terme. La prise de risque, elle est fondamentale pour réussir. Le sujet, ce n'est pas de ne pas prendre de risques, le sujet, c'est de réussir à définir les risques qu'on souhaite prendre, dans la direction dans laquelle on veut aller, encore une fois, les mesurer, les contrôler au maximum. D'ailleurs, on ne maîtrise jamais complètement les risques, hein, et donc il faut aussi accepter une part, quelque part, d'incertitude. Et nous, dans nos métiers, encore une fois, on participe à définir ces risques, à les mesurer, à donner de la confiance sur le fait que les uns, les autres, l'entreprise va dans la bonne direction par rapport à cette prise de risque. Et donc, je pense que les risques et un environnement instable et une forme de volatilité, c'est aussi la capacité pour la société, pour les organisations, à se développer, à inventer de nouvelles choses et se projeter dans l'avenir. Finalement, un monde complètement stable, sans aucune incertitude, c'est peut-être un monde dans lequel il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de possibilité d'imaginer des choses nouvelles. Alors on dit, je ne sais pas si c'est vraiment dit, qu'Emmanuel Kant aurait écrit que l'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable d'accepter. C'est parfait. Parfait Mais moi, je pense que dans la perception que nous avons des risques, il y a de multiples biais qui interviennent.
et j'en citerai deux. Le premier, c'est que les risques qui sont associés à nos actions sont toujours surévalués par rapport aux risques qui sont liés à nos inactions. Ne pas faire quelque chose, ça ne semble pas être quelque chose de risqué, mais dès qu'on fait quelque chose, il y a des risques associés à cet élan qui viennent s'imposer à notre esprit immédiatement. Et le second, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez ce sociologue anglais qui s'appelle David Fleming, qui a défini ce qu'il appelait un principe inverse d'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'on considère qu'un risque est un risque si on est capable d'imaginer une mesure législative, technique, de prévention ou autre, qui permettrait de réduire ce risque. Autrement dit, un risque est un risque si on peut le réduire. Évidemment, ça rend la notion de risque proliférante, parce que où qu'on regarde, il y a des choses qu'on pourrait faire qui diminueraient tel ou tel risque. C'est intéressant, parce que dans le métier d'auditeur notamment, on part d'une vision des risques d'une entreprise, d'une organisation, et on cherche à réduire ces risques pour arriver à un niveau de risque acceptable et qu'on soit en capacité d'émettre un niveau de confiance sur la dite organisation. Donc c'est exactement ça. Mais le sujet, c'est quels sont les risques qu'on identifie et qu'on peut réduire à travers un certain nombre de procédures, de contrôles. Et ça va au-delà de ça, quels sont les risques qui ne sont plus intangibles, qu'on capte indirectement. D'ailleurs, le facteur humain, dans ce cadre-là, est assez essentiel. On a parlé de la science, mais en réalité, il y a le socle de la science pour objectiver un risque et donner de la confiance. Et après, il y a la capacité à saisir les dynamiques humaines des organisations, qui est vraiment fondamentale dans nos métiers et pour les entreprises pour se projeter, dans leur capacité à atteindre le bon niveau de confiance. Et la confiance dans les hommes, dans les femmes, dans l'organisation, dans le fonctionnement, elle est au moins aussi fondamentale que l'objectivation par la science, l'analyse des risques, la réduction des risques. C'est bien la combinaison de ces éléments qu'il faut réussir à intégrer pour pouvoir se projeter. Vous avez parlé de confiance, c'est quand même un mot important, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas à ce que je pensais récemment, la confiance dans la science est très grande. Moi, je pensais que c'est la défiance qui s'imposait, mais en fait, les enquêtes récentes montrent qu'il y a une très grande confiance dans la science. Et moi, j'étais persuadé, parce que de précédentes enquêtes avaient montré que, en tout cas en France, il y avait une chute de la confiance dans la science. Et la défiance, c'est quand même une attitude a priori saine, mais en fait, elle est bloquante. Et donc, la confiance, c'est presque la condition préalable à l'action. Ce qui est intéressant dans votre échange, c'est que du coup, on a tendance assez naturellement à opposer confiance et prise de risque ou appréhension du risque, et vous êtes en train de nous démontrer exactement le contraire. Sans la confiance, il n'y a pas bonne appréhension du risque, et d'un autre côté, la présence du risque ne nuit pas à la confiance. Ah, mais complètement, et d'ailleurs, ce que vous appelez la défiance, on peut qualifier ça de scepticisme professionnel dans nos activités. Donc on est là pour donner de la confiance, et la première chose qu'on doit faire, c'est être sceptique, ce qui est exactement l'illustration de ce que vous dites. Donc on est sceptique, pourquoi ? Parce qu'on veut réussir à capter le maximum d'informations sur les enjeux, sur les risques des entreprises, des organisations, en cherchant évidemment l'ensemble des points qui pourraient être problématiques, dans le but de donner de la confiance, en utilisant la science et notre capacité, je dirais, ou la capacité à saisir les dynamiques humaines pour former ce tout qui doit permettre de projeter l'entreprise et d'aller de l'avant. Alors ça paraît très pompeux et très ambitieux comme ça, mais c'est véritablement ça. Et c'est pour ça que dans la confiance, il y a une notion qui me semble assez fondamentale, c'est la science permet d'objectiver notamment ce qui se mesure, et ça c'est assez fondamental, puisqu'il y a des éléments très tangibles de mesure sur lesquels les entreprises, les organisations, les sociétés doivent pouvoir, je dirais, rendre des comptes, ou en tout cas montrer des progrès dans cette logique d'avenir. Et en même temps, il faut réussir à saisir, à capter ce qui ne se mesure pas, et tout ne se mesure pas, on en revient aux aspects humains, on en revient aux aspects qualitatifs. Et quand on prend les entreprises, dans la façon dont elles projettent leur activité, dont elles communiquent, dont elles doivent convaincre l'opinion publique, les investisseurs du bien fondé de leur démarche et de leur projet, l'aspect qualitatif et intangible il est probablement beaucoup plus important que l'aspect tangible. Quelque part, l'aspect tangible et ce qui se compte, c'est l'attendu. On attend que ce qui se compte soit bien compté. Et d'ailleurs, on attend des personnes qui sont en charge de confirmer que c'est bien compté et qu'elles le fassent correctement en utilisant la science. Donc, quelque part, c'est un peu l'attendu de base. Et ce qui est qualitatif, ce qui permet de projeter l'entreprise dans l'avenir et qui, par construction, est moins tangible, c'est ce qui va être convaincant pour les uns, pour les autres, pour les investisseurs, pour suivre l'entrepreneur et pour suivre les organisations. D'où la difficulté
pour les entreprises de convaincre, et pour nous, PwC, d'être toujours en capacité ou de faire le maximum pour les accompagner dans cette démarche qui va bien au-delà de l'aspect scientifique dont on parle aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai évidemment pour la science. Comment Étienne, scientifique, vulgarisateur scientifique, réagit quand on entend Emmanuel qui dit « il y a ce qui se mesure » et ce qui ne se mesure pas? Est-ce qu'un scientifique est choqué ou au contraire va dans le même sens? La mesure, c'est quand même le critère principal qui permet de tester une théorie. Enfin, voilà, il y a un moment, il faut en passer par la mesure pour vérifier que les hypothèses qu'on a mises dans tel ou tel schéma théorique sont valides ou pas. Mais le mot que je retiens de ce que vous dites, c'est le mot projet. Vous dites une entreprise se projette. Et il me semble que la science, pendant très longtemps, on a considéré qu'elle était une sorte de tremplin temporel. La science nous dit ce qu'on peut faire technologiquement, par exemple, et on y va parce que la science est considérée comme le bras armé de l'idée de progrès. Et aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans cette optique-là, puisqu'on a compris, je crois, que la science produit des connaissances qui ont un statut particulier, mais elle produit aussi de l'incertitude, mais c'est une incertitude d'un type très spécial. C'est-à-dire la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités technologiques qu'elle nous donne. C'est à nous de décider. Voilà. Et là, on discute. Et on voit bien que la société, là-dessus, est parfois très, très divisée. Et je pense que l'idée de progrès avait ceci de commode, qu'elle nous permettait ou plutôt elle nous demandait de configurer le futur à l'avance d'une façon crédible et attractive. On doit dire ce qu'on veut, et on doit indiquer le chemin à suivre pour atteindre ce qu'on veut. Et aujourd'hui, le mot progrès a été quasiment abandonné, il est remplacé par le mot innovation. Alors on pourrait dire qu'on a remplacé un mot par un quasi-synonyme, mais en réalité, quand on regarde les rhétoriques dans lesquelles on insérait autrefois le mot progrès, et quand on les compare aux rhétoriques dans lesquelles aujourd'hui on insère le mot innovation, on s'aperçoit que notre rhétorique, les phrases dans lesquelles on utilise le mot innovation, ne rendent pas justice à l'idée de progrès. Et moi, ce que j'observe, mais je ne suis pas spécialiste, c'est que les entreprises ont des projets. Voilà, elles se projettent, elles savent ce qu'elles veulent, et elles définissent ce qu'elles veulent en tenant compte de ce qu'elles savent. Mais elles le font dans un contexte global, celui de la société ou du monde, qui, lui, n'a pas vraiment de projet. Enfin, en tout cas, on a du mal, au niveau collectif, à fabriquer un projet à long terme, qui est par exemple le même statut qu'a pu avoir pour les gens de ma génération l'an 2000, quand nous étions adolescents. PwC France et Maghreb a fait réaliser par Opinionway un sondage récent en posant la question aux Français par rapport à l'optimisme. Et on voit sortir d'autres études où les Français disent qu'ils n'ont pas le moral ou qu'ils sont déclinistes. Mais en revanche, ce qui est très intéressant sur l'optimisme, c'est qu'ils nous répondent que c'est un volontarisme. Ça n'est pas une espèce d'humeur, ce n'est pas une question de tempérament. Il y a deux façons naïves de définir le pessimisme et l'optimisme qui se rejoignent. C'est celle qui consiste à dire qu'un pessimiste, c'est quelqu'un qui dit il n'y a rien à faire, c'est foutu, et l'optimiste qui fait rien non plus parce qu'il pense que ça va s'arranger. Donc si vous voulez, c'est deux façons de concevoir qui sont à mon avis pas très intéressantes. Il y a aussi Jean d'Ormesson qui disait un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Moi je pense qu'en effet l'optimisme c'est plutôt une affaire de volonté, c'est-à-dire pour se donner de l'entrain, pour définir un projet, il faut avoir l'optimisme qui permet à chacun d'entre nous de mettre en marche les forces nécessaires à ce projet. Sans quoi, c'est une sorte d'apathie qui est complètement stérile et inféconde. C'est que je pense qu'on est tous un peu pareil. Il y a des gens optimistes et pessimistes. On se lève de bonne humeur, on se lève de mauvaise humeur. Moi, ce matin, je me suis plutôt levé de bonne humeur parce que j'allais passer un bon moment avec vous. Bon, voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, la réalité, c'est qu'on a tous besoin de projets, qu'on a tous besoin d'aller de l'avant, et à des rythmes différents, à des vitesses différentes, dans des endroits différents. Et pour autant, ça fait partie de ce qui nous anime en tant qu'être humain profondément. Et la différence, me semble-t-il, entre les entreprises et la société, en tout cas aujourd'hui, tel que vous l'avez exprimé, c'est que les entreprises, elles savent que c'est leur raison d'être et que même si à un moment donné, elles ont réussi quelque chose, elles ont atteint un stade de développement qui peut satisfaire l'ensemble de leurs parties prenantes, mais pour autant, il faut tout de suite qu'elles se projettent. C'est pas de l'optimisme béat, c'est la façon de continuer à exister en tant qu'entreprise et surtout d'entraîner l'ensemble des parties prenantes et notamment les salariés de l'entreprise. Dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que quand on est face à un risque, on est face à un problème,
on a la réaction naturelle humaine de se dire je vais me refermer sur moi-même ou on va se refermer sur nous-mêmes, on va gérer le risque et puis ensuite on verra ce qu'on fera. C'est probablement la dernière chose à faire en fait. Quand on a un risque et quand on est face à un problème, il faut évidemment le gérer, mais il ne faut pas se refermer sur soi-même. Et on voit que les entreprises qui ne mettent pas en pause leur projet, qui se disent « je prends conscience de mon risque, je prends conscience de mon sujet, je le traite, je fais en sorte de le gérer, mais pour autant je continue à aller de l'avant », c'est des entreprises qui gèrent beaucoup mieux ces moments de leur histoire. Et finalement, aller de l'avant, c'est commencer à solutionner le risque auquel on fait face. Je crois avoir lu, et vous me détromperez si je me trompe, un sondage disant que les chefs d'entreprise ou même les entrepreneurs en général sont plus optimistes que la moyenne de la population. C'est vrai? C'est vrai. Peut-être parce qu'ils ont des projets. Parce qu'ils savent que rester statiquement là où on est, ce n'est pas une solution, puisque l'inertie, en l'occurrence, est plutôt mortifère. Alors, on parlait de confiance depuis le début. Vous êtes tous les deux des gens qui nous apportaient de la confiance. Emmanuel, à travers les activités de vos équipes, l'audit, le chiffre, voilà. Et évidemment, Étienne, à travers l'enseignement que vous nous apportez, que ce soit à vos étudiants ou à vos auditeurs. Est-ce que la confiance, c'est quelque chose qu'on apporte, qui est le fruit d'un savoir, d'un savoir-faire, ou est-ce que la confiance, c'est toujours une co-construction? Je répondrais à votre question en prenant l'exemple de l'enseignement. Parce que pour les livres, moi je ne sais pas trop ce que ça peut inspirer, mais quand on enseigne, la bonne expression, c'est inspirer confiance. On inspire confiance. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même une relation qui s'instaure. Et quand on fait un cours, surtout en amphithéâtre, où les étudiants sont nombreux et on n'a pas comme ça d'interaction individuelle par le regard avec chacun d'entre eux, c'est plutôt quelque chose qui se construit, c'est-à-dire qu'il faut... Ça se sent un amphi, quoi. C'est-à-dire on sent si ce qu'on dit est compris ou pas. Il y a presque une perception. C'est l'intangible dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Oui, on sent si les gens sont là ou pas là, quoi. Et s'ils sont là, est-ce qu'ils ont compris ce qu'on vient de dire? Et on s'adapte. Il y a une sorte d'adaptation, d'impédance, comme on dit, entre ce qu'on dit et puis l'auditoire qui est là pour le recevoir. Quand on enseigne, la bonne expression, c'est inspirer confiance. On inspire confiance. Ce point est assez fondamental pour nous dans nos métiers, c'est déjà être digne de confiance. Et c'est compliqué d'être digne de confiance, parce que c'est une affirmation qui est facile à faire, et qui est plus compliqué à démontrer quand on revient sur des aspects tangibles et de démonstration. Donc nous, c'est être digne de confiance dans toutes nos activités en tant que firme pluridisciplinaire. Ça, c'est le premier aspect. Et c'est un challenge, hein, et on le voit, et on a des challenges sur le sujet en termes d'être digne de confiance. Et ensuite, c'est véritablement ce que vous dites, c'est cette dynamique et ce dialogue qui s'installe. La confiance, c'est pas un push. Vous ne pouvez pas arriver et dire « je vais vous donner de la confiance ». Ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est... C'est pas la même chose selon que le corps est mis en jeu ou pas. Parce que dans un amphithéâtre, il y a des corps, c'est du corps à corps presque. Et donc, voilà, c'est par là que ça passe. Alors que quand on est en entreprise, ça peut être simplement le halo symbolique, la réputation, l'image qu'on se fait de l'entreprise. C'est peut-être plus difficile. Je pense que c'est la combinaison, c'est vraiment la combinaison des deux. En entreprise, comme ce que vous dites pour l'amphithéâtre, c'est cette image symbolique qui passe par ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle a réalisé, la marque. Et pour nous, c'est fondamental d'être une marque digne de confiance. Mais c'est aussi l'incarnation par les hommes et les femmes, c'est aussi le contact entre ces hommes et ces femmes et l'écosystème au sens large qui crée cette confiance. C'est pas juste l'incarnation par la marque j'allais dire la démarche pleine et entière, scientifique, de confiance. Vous êtes des hommes du rationnel. Et du coup, je vous pose la question, quelle est la part aujourd'hui d'irrationnel dans vos vies et dans ce que vous transmettez aux êtres humains avec qui vous communiquez au jour le jour? Là-dessus, moi, ma conviction, c'est que pour ce qui est en tout cas des équipes dont je m'occupe chez PwC France et Maghreb, je gagne beaucoup plus leur confiance à travers des émotions qui sont suivies de résultats tangibles, certes, mais à travers des émotions autour de la projection qu'on fait de ce qu'on veut réaliser ensemble, de notre utilité à accompagner nos clients, qu'en alignant des succès, des résultats, des éléments concrets. Moi, je suis convaincu de cet aspect-là. Je ne sais pas si c'est irrationnel ou rationnel, mais cette capacité d'entraînement ou de confiance, elle est clairement liée à ces émotions. Cet aspect émotionnel, pour moi, il est fondamental et on voit bien que c'est la clé, du succès. Messieurs, j'espère que cette conversation aura permis à nos auditrices et nos auditeurs de nourrir
leur confiance, leur goût de l'optimisme et leur appétence au risque. Merci beaucoup Emmanuel Benoît, merci beaucoup Étienne Klein.